Bonjour à tous, c'est le troisième épisode de ce cours Python et il est temps d'écrire notre premier programme dans ce langage de programmation. Je rappelle qu'avant de commencer quoi que ce soit, vous êtes censé savoir vous servir un minimum de votre système d'exploitation, que ce soit vous déplacer dans une arborescence depuis un terminal, savoir qu'il faut enregistrer des fichiers pour qu'ils soient bien pris en compte sur votre espace de stockage, tout ce genre de choses, et d'avoir installé, mais on l'avait vu précédemment, un éditeur de code ou un environnement de développement pour pouvoir programmer dans les meilleures conditions et que vous ayez tout le nécessaire pour la suite. Une fois que c'est fait et que vous êtes prêt à suivre ce cours, en tout cas à partir de cet épisode, on va passer ici sur un répertoire. Donc moi je choisis un répertoire bien évidemment où j'ai les permissions, il n'y aura pas de blocage ou quoi que ce soit lié au fichier que je vais vouloir créer et même au programme que je vais vouloir exécuter. Donc je m'assure de ne pas être n'importe où, d'avoir un répertoire où j'ai les permissions. Et nous allons créer notre premier fichier. Au niveau programmation, les fichiers dits source sont de simples fichiers texte, d'accord? Ce ne sont pas des fichiers en binaire, ce sont des fichiers texte, donc vous pouvez directement créer un fichier texte sur votre système, ici, et on va pouvoir remplacer directement l'extension txt par celle qu'il nous faut. Si vous êtes sur Windows, je rappelle que les extensions ne sont pas nécessairement affichées par défaut quand il est installé. Donc ce sera à vous de faire en sorte d'afficher des extensions. Le meilleur moyen, c'est de créer un fichier texte d'exemple, tel quel, et si vous ne voyez pas le point .txt à la fin, c'est qu'a priori les extensions ne sont pas affichées sur votre système. Une fois que c'est fait, et en tout cas pour les autres systèmes vous n'aurez pas de problème, on va pouvoir changer et le nom et l'extension. Au niveau du nommage, comme pour n'importe quel langage, on va éviter tout ce qui est caractères spéciaux, caractères accentués, des espaces aussi, puisque c'est un nom de fichier, donc il faut un nom d'un seul bloc, quitte à mettre éventuellement des tirets ou des tirets du bas, peu importe, mais un seul mot, pas des espaces, et des caractères on va dire alphabétique, si possible, simple, et il n'y aura pas de problème. Évitez également tous les mots qui seraient réservés. Ça, vous allez bien sûr le voir par la suite, vous ne pouvez pas les deviner, parce qu'il y a pas mal de mots qui sont utilisés par le langage Python, et y compris des noms déjà utilisés par des outils existants de Python. Donc c'est-à-dire que si votre fichier porte un nom de quelque chose qui existe déjà, d'accord? Donc par exemple, qu'il y aurait un module Python qui porte ce nom, ça va forcément entrer en conflit avec du code existant, et vous risquez d'avoir quelques problèmes à l'exécution. Donc nous, on va s'assurer de ne pas avoir de problème. Si au début, vous ne savez pas quoi mettre, de toute façon, choisissez le nom main, qui veut dire principal. C'est un petit peu une habitude qu'on peut avoir pour savoir que notre programme va démarrer par ce fichier. Ce qui n'est pas forcément le cas, je veux dire, ça ne va pas avoir d'incidence sur l'exécution. C'est juste pour nous, visuellement, de se dire, ok, mon point de départ, c'est ce fichier, même si pour pas mal d'épisodes, on va travailler sur un seul fichier pour commencer. Ensuite, il nous faut l'extension. L'extension des fichiers Python, c'est PY, tout simplement. Et là, normalement, le système va me demander effectivement de bien modifier celle-ci. Et ça va peut-être faire quelques modifications. Dans mon cas, il est associé, donc ce type de fichier est déjà associé à mon éditeur, pas de problème. Si vous, c'est pas le cas, c'est à vous de l'adapter, c'est lié à votre système d'exploitation aussi. Et une fois que c'est bon, je n'ai plus qu'à double-cliquer dessus. Et c'est bien ouvert dans mon éditeur, pas de problème avec un nom correct, la bonne extension. Donc si vous avez un environnement qui doit prendre en charge ce langage pour vous amener notamment pas mal d'outils et de fonctionnalités en plus, ce sera reconnu, il n'y aura pas de souci. Voilà, tout est prêt au niveau du fichier. Passons maintenant à l'étape de code, sachant qu'on ne va pas avoir grand chose à écrire. Vous allez voir que Python est un des langages où le code minimal est le plus court possible, puisque après faire plus court que lui, ce serait de ne pas écrire de code du tout. Donc ce sera un peu, on va dire, un petit peu compliqué. Et pour cela, on va écrire une instruction. Donc une instruction, c'est un ensemble de lignes, d'accord, d'instructions qu'on va pouvoir indiquer, et ensuite l'interpréteur va pouvoir les analyser, les exécuter. On en a une qui nous permet d'afficher du texte, et on va justement écrire le programme un petit peu populaire qu'on retrouve en programmation, le premier programme que généralement les gens écrivent, qui est le fameux Hello World, et c'est justement ce que nous allons faire. Pour ça, on va faire appel à une fonction qui s'appelle print, comme ceci, donc vous notez le mot print en anglais, puisque la syntaxe est en anglais, entre parenthèses ensuite, et entre double guillemets, le texte qu'on va vouloir afficher dans notre terminal, et le texte justement populaire, c'est celui-ci avec un petit point d'exclamation à la fin. Et c'est tout. Au niveau de Python, le code en lui-même, c'est une seule ligne, une seule instruction, et on va pouvoir exécuter ce programme tout de suite. Je passe dans mon arborescence, sur mon terminal, je fais en sorte d'être sur la bonne arborescence. Si je ne veux pas perdre de temps, je peux aussi, souvent sur les explorateurs, récupérer le bon chemin, voilà, comme ici. J'y accède pour faire en sorte de me trouver dans le bon répertoire, c'est important. Je vérifie que mon fichier est bien présent, sinon je risque pas de le trouver. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous tapez la commande Python suivi
du nom du fichier, je peux même faire une tabulation, ça autocomplète, puisque c'est ce que permettent généralement les terminaux. Et si a priori il a complété, c'est qu'il a bien trouvé le fichier. Si vous êtes sur GNU Linux ou macOS, utilisez simplement le terme Python comme ceci, ou pareil sur Windows on a celui-ci, mais Python ne suffira pas, puisqu'il est possible qu'il utilise une version autre. Par exemple celle utilisée par le système, là où Windows n'a pas forcément Python installé par défaut, et vous pourriez éventuellement exécuter un interpréteur qui n'est pas le bon, celui auquel vous attendez. Donc si là vous êtes par exemple sur une version 3, a priori vous devrez taper ceci, ce qu'il est possible que cette écriture raccourcie exécute un interpréteur en version 2, donc une vieille version qui est peut-être encore utilisée par votre système, votre distribution Linux par exemple, mais qu'on ne veut absolument plus utiliser ici. Et si plus tard il y a la version 4, eh bien, vous mettrez ceci, et ainsi de suite en fonction des avancées qu'il y aura au niveau du langage. Mais pour Windows, c'est simple, c'est toujours Python, il n'y a pas de problème là-dessus. Je fais entrer, j'exécute, et vous voyez que le programme c'est bien lancé et m'a bien affiché le texte ici en console, donc pas de problème. Et ça termine de toute façon le premier programme que je voulais vous montrer dans cet épisode. Voilà comment que ça se passe. Donc vous avez vu, rien de compliqué, très simple, on va écrire notre code et pas de souci ici. Alors je fais une parenthèse, je ne devrais pas forcément la faire, mais parce que j'ai eu tellement de gens qui ont eu ce problème sur l'ancienne version du cours, donc je préfère le préciser. Après chaque modification, vous savez, au niveau de votre système, il faut que les fichiers soient bien enregistrés. Tout ce que vous faites ici au niveau de l'édition est en mémoire, et c'est seulement dès lors que votre fichier est enregistré que ce dernier est bien modifié réellement, physiquement, sur votre espace de stockage, donc un disque, un SSD, peu importe. Mais c'est bien à ce moment-là que ça se passe. Donc bien sûr, si vous aviez écrit ce code sans sauvegarder votre fichier et ensuite vous l'exécutez, eh bien il n'aurait probablement rien affiché, et c'est un problème qui est déjà arrivé très souvent. Donc je ne vous l'avais pas forcément visuellement, puisque j'ai fait le raccourci CTRL-S, sur Mac, sur un ordinateur Apple, ce serait pomme S, et ça enregistre le fichier, et c'est un raccourci, je rappelle, qui est universel, d'accord, donc enregistré ici, qu'on retrouve partout, et bien sûr ça fait partie des choses que vous êtes censé savoir quand vous savez utiliser un minimum votre système d'exploitation. C'est pas encore une fois propre à Python, c'est propre à quasiment 100% des logiciels qui existent. Donc il faut enregistrer les fichiers pour que ce soit bien pris en compte, et que ça ne reste pas en mémoire. Donc si à tout moment je veux afficher autre chose, vous voyez, je fais une copie de ce texte-là, cette fois-ci je vais m'enfoncer. Alors bonjour monde, ça fait un peu bizarre, donc je vais plutôt mettre bonjour tout le monde. J'ai fait un CTRL-S, vous voyez, c'est tellement habituel que je le fais des fois sans même me rendre compte. Et là mon fichier est bien enregistré. Parfois d'ailleurs vous avez des petits indicateurs, genre ici ça vous met une pastille au lieu d'une croix, pour vous indiquer que votre fichier n'a pas encore été enregistré. Donc selon les outils, vous pouvez avoir des éléments visuels qui vous indiquent que votre fichier n'est pas enregistré. Et une fois que c'est fait, hop, j'ai bien la nouvelle version de mon programme qui est exécutée. Et si à ce moment-là je fais ça, là je n'ai pas enregistré mon fichier, évidemment il garde en mémoire, enfin il a d'enregistrer l'ancienne version, donc si je réexécute, alors moi c'est parce qu'il me lâche la sauvegarde automatique, c'est pour ça en fait que j'ai plus la pastille. Attendez, parce que là c'est embêtant, si je vous montre un truc qui se passe pas. Petite chose, j'avais dû le mettre lors d'une vidéo justement sur VS Code, on l'enlève, parce que moi généralement je sauvegarde pas tout seul, voilà je fais ça, voilà, la petite pastille elle est bien ici. Donc je fais ça par exemple, voilà, ça c'est l'erreur de 80% des gens quand ils commencent. On fait ceci, alors des fois même avec rien du tout au départ, on veut exécuter, et mince, je comprends pas, ça n'a pas pris en compte les changements. Normal, le fichier n'est pas enregistré. Un petit CTRL-S, c'est bien enregistré, je réexécute et c'est bon. Donc j'ai pris le temps à insister là-dessus, encore une fois, parce qu'il y a tellement de gens qui ont eu ce problème que ça valait le coup d'en parler. Si c'était un problème qui n'avait jamais été rencontré ou quasiment pas, j'aurais pas fait une petite parenthèse dessus. Donc attention, la sauvegarde des fichiers c'est très important pour n'importe quel logiciel que vous utilisez, si vous voulez pas avoir de problème. Aussi, c'est pas plus mal de le rappeler à ce stade, parce que je le ferai pas derrière, par la suite. Au niveau de l'encodage, vérifiez bien que vous êtes toujours avec l'Unicode quand vous travaillez en informatique, donc la UTF-8, c'est bon, pas de problème. Mais tout ça, je l'avais abordé de toute manière sur la playlist VS Code notamment, ou même pour d'autres outils, d'autres environnements, d'autres éditeurs. Alors ça c'est bon au niveau du code, je vais remettre ceci, on va rester sur cette ligne. D'autres choses qui peuvent vous être montrées, parce que ça c'est du code qui va être bien sûr analysé par l'interpréteur et exécuté, mais nous au niveau du développeur, on peut éventuellement écrire du texte pour nous aider visuellement. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle ce sont des commentaires, et les commentaires sont là pour être lus et nous servir nous en tant que développeurs, et seront ignorés. D'accord, ils ne vont pas être interprétés, ils ne vont certainement pas être exécutés. Pour les écrire en Python, c'est un croisillon, donc ce caractère-là, et ensuite je peux mettre par exemple un commentaire, alors là, il ne va pas forcément être très utile, mais fait un message sur le terminal, mais c'est en tout cas un commentaire. Si on en a plusieurs, qu'on veut un commentaire sur plusieurs lignes,
il faudra bien sûr répéter le caractère sur chacune des lignes, donc avec les raccourcis de certains éditeurs, on peut aller vite, hop, et comme ça c'est commenté directement un par ligne à chaque fois, puisque c'est pour indiquer, voilà, la fin de la ligne, c'est ce qui indique la fin du commentaire ici. On peut également faire des commentaires sur plusieurs lignes autrement, même si c'est pas l'usage au départ. Python a mis en place un système qu'on appelle le docstring, qui est en fait une chaîne de caractères multilignes, qui même si son usage n'est pas fait pour cela, peut parfois être utilisé pour écrire des commentaires sur plusieurs lignes. Et pour l'utiliser, ce sont les fameuses doubles guillemets qu'on a ici, qu'on reverra d'ailleurs en plus en détail concernant les chaînes de caractères. Et je peux en noter 3. Voilà. 3 pour le début de la chaîne multiligne, 3 pour la fin. Et bien sûr, cette fois-ci, si j'écris ceci, vous voyez qu'on a bien un commentaire sur plusieurs lignes également. Faites attention à ça, encore une fois, ce n'est pas à la base une syntaxe faite pour des commentaires. C'est-à-dire qu'à certains endroits du code, selon où sont mis ces chaînes multilignes, elles seront effectivement interprétées comme des commentaires, les fameuses docstrings, et ça pourra avoir un comportement pas forcément prévu. Donc privilégiez quand même les croisillons de préférence, mettez pas ça forcément n'importe où, parce que ce n'est pas au départ leur usage, mais je tenais quand même vous montrer que des gens peuvent utiliser ça pour faire des commentaires sur plusieurs lignes. Ceci étant fait, nous avons fait le tour un peu du code, en tout cas à voir pour ce premier épisode, le but c'était pas non plus de voir tout ça en détail. On va revenir de toute façon sur cette fonction, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, notamment au niveau des chaînes, au niveau du formatage de texte. Il y a beaucoup à en dire, mais c'est pas le sujet de cet épisode. Là c'était vraiment d'écrire notre premier programme, un simple Hello World pour commencer ici. Par contre, je vous avais dit en introduction de vidéo qu'on allait se baser sur une application de référence. Même si je vous vais vous montrer quelques exemples de code au fur et à mesure des épisodes, je trouvais intéressant de se baser sur une véritable application concrète qui peut servir de référence pour vous montrer un peu comment on met en place les différentes notions, différents concepts d'un langage dans quelque chose qui est réel, qui est vraiment utilisé. Et le choix s'est porté sur Pandas. Donc Pandas, alors, bravo, je ne suis pas sur la bonne page, on va revenir ici. Hop. Et donc une application très connue, voilà, qui est très développée, très utilisée, même à niveau professionnel, pas seulement amateur, loin de là, et qui permet de faire de l'analyse de données. Donc peut-être que vous me connaissez d'ailleurs déjà de nom, c'est beaucoup utilisé avec NumPy notamment, donc une des très grosses applications écrites en Python, et l'avantage c'est que je pourrais vous montrer pas mal de choses écrites dans ce langage. Donc vous aurez comme ça la possibilité de consulter depuis leur dépôt GitHub le code qui est ici, on regardera ça ensemble. Mais je vous invite quand même à télécharger une archive puisqu'on fera, les références qu'on prendra seront sur la version ici. Voilà, j'ai choisi celle-ci, j'aurais pu prendre une version antérieure, peu importe, mais il s'agira de la version 2.3.0. Prenez en compte celle-ci dans ce qu'on verra parce que évidemment, si je vous montre une partie de code sur cette version, c'est pas dit que ça a été conservé sur d'autres versions. Donc moi je me référerai à celle-là. Et même si vous découvrez ou commencez ce cours beaucoup plus tard, pareil, de toute façon, on se basera là-dessus. Le but, c'est pas d'utiliser cette bibliothèque, et donc il faudrait une version plus récente. C'est juste de faire référence à des portions de code qui ont été écrites. Donc on se basera tout le temps là-dessus. Et moi, j'ai téléchargé d'ailleurs la version, voilà. J'ai pris la version ici en local, au cas où, même si de toute façon elle sera en ligne. Et comme ça, dès qu'on vous sera amené à regarder du code, on pourra voir un petit peu tout ça. D'ailleurs, avant de terminer, voyons rapidement que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Dans les grandes lignes, j'ai envie de dire. On va aller ici. Bon, pas forcément ici, je prends d'autres pif là-dedans, voilà, d'accord, on aura peut-être un peu plus de choses, et par exemple ce fichier, voilà, comme ça on a un peu d'exemples, je vais agrandir pour vous, de toute façon c'est vraiment pour terminer, comme ça vous donne déjà une première idée visuelle un peu de à quoi ressemble justement Python dans son langage. Donc vous voyez un exemple, voilà, maintenant vous savez ce que c'est, voilà, une fameuse chaîne multiligne qui ici fonctionne effectivement comme une docstring puisqu'elle est mise sous la déclaration d'une classe, chose qu'on verra plus tard. Et vous voyez que ça sert notamment à documenter du code, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Vous voyez, c'est toujours bien des endroits bien précis, on peut retrouver là-dessus. Donc vous voyez déjà, avec le peu qu'on a vu dans cet épisode, il y a déjà des petites choses que vous commencez à comprendre, vous êtes capable de lire, puisque je vous l'ai expliqué, et ça commence en tout cas par cela. Et bien sûr, au terme de ce cours, de cette playlist, vous serez capable de comprendre toute la syntaxe qui est ici, pas forcément les algorithmes, ça c'est autre chose, c'est pas lié à la programmation directement, mais en tout cas au niveau de la syntaxe, vous saurez. Voilà, vous saurez à quoi correspond chacune des syntaxes, chacun des termes techniques ou des mots réservés de Python comme ici. Vous saurez tout ça et vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Donc ce qui est bien, c'est que avec cette application de référence, j'aurais pu en prendre une autre d'ailleurs, ça va vous permettre de voir votre évolution, et quelque chose qu'à ce stade, si vous démarrez en tout cas en Python, vous ne comprenez pas, et si en plus c'est votre premier langage de programmation, alors vous comprenez encore moins, forcément, vous remarquerez vous-même votre progression au fur et à mesure des épisodes, et de voir vous finissez par comprendre de plus en plus,
et pas être capable de lire ça, de l'adapter, de l'utiliser, pourquoi pas. Et ça vous permettra d'avoir une idée précise un petit peu de votre avancée dans l'apprentissage de ce langage. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit ici, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à partager, liker, vous abonner si ce n'est pas fait, ce que je ne le rappelle pas suffisamment malheureusement, mais vous êtes plus de 60% de gens qui regardent les vidéos qui ne sont même pas abonnés à la chaîne, alors que c'est un clic sur un bouton. Donc pensez à le faire s'il vous plaît, c'est important pour l'évolution de la chaîne et pour son référencement. Moi je vous dis à bientôt en tout cas pour le prochain épisode. On va entrer enfin dans le vif du sujet. Là on a beaucoup parlé sur la présentation du langage, tout ça. C'était assez gentil. Pas d'exercice non plus, puisque à part vous faire copier-coller ça et changer le texte, ça n'aurait pas beaucoup de pertinence. Mais ça va arriver de toute façon très très vite avec les prochaines vidéos de cette playlist. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.